Focus on. Focus on. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de Focus On. Et aujourd'hui, petite balade littéraire à travers notre belle Provence. Et pour cela, j'accueille Laurent alias Lorenzo Maero. Bonjour Lorenzo. Bonjour Lucas. Alors, vous vous appelez Laurent, vous voulez qu'on vous appelle Lorenzo, enfin vous acceptez qu'on vous appelle Lorenzo. Pourquoi ? Présentez-vous, expliquez à nos auditeurs qui vous êtes. Alors à l'état civil, je suis Laurent Maero. Je suis né à Aubagne. J'ai grandi toute mon enfance et adolescence, s'est faite à Cassis. J'ai étudié à Aix-en-Provence. Et j'ai étudié quoi ? J'ai étudié l'italien. Ce qui fait que Lorenzo, c'est directement lié avec l'Italie. Et après avoir enseigné pour le compte de l'Éducation nationale, j'ai créé ma propre association qui s'appelle Élixir d'Italie en Provence. Et c'est par le biais de cette association que j'enseigne toujours à des adultes, donc l'italien, en cours du soir. Ce qui fait que Lorenzo, c'est un nom auquel je réponds donc par mes élèves et lorsque je suis en Italie. Voilà pourquoi les deux identités qui n'en font qu'une en somme. Ah, donc vous êtes professeur d'italien dans la vie de tous les jours, mais vous êtes ici dans notre studio pour nous parler d'un livre que vous avez écrit. Alors avant d'aborder un petit peu plus en détail ce livre, pourquoi vous êtes vous lancé dans l'écriture ? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire un matin, je vais faire un livre ? Alors, ce qui m'a poussé à faire un livre, c'est le nombre de textes que j'avais déjà écrits par ailleurs. Donc, ça fait à peu près 35 ans que j'écris des textes, des poésies, des petites nouvelles aussi. Et j'avais toute cette matière et je ne savais pas comment l'organiser. Mon intention première était de faire un roman. Le roman, c'est quelque chose de plus dense, plus complexe, et je n'avais pas écrit, à vrai dire, de début de roman. Enfin, j'en ai un qui est en préparation, mais pas assez abouti. Donc j'avais quand même cette matière qui était présente, et avec cette matière, je l'ai collectée et je l'ai réunie pour la mettre sur mon PC. Donc il y avait des feuilles, des feuillets éparses, dans des carnets, sur des feuilles, et ainsi de suite. Et lorsque j'ai tout réuni, je me suis aperçu qu'il y avait plus de 500 textes. Et là, comment faire un roman avec ça ? Je comptais insérer ces textes dans une histoire narrative, une histoire romancée. C'était trop complexe. Donc, il a fallu trouver une thématique, de se dire, on va faire quoi de ces textes ? On va les réunir, mais comment ? Et il se trouve que mon père est décédé en 2014. Et lors de la cérémonie, j'ai écrit quelque chose pour lui, j'ai écrit un hommage, je voulais pas qu'il parte sans hommage. J'ai lu cet hommage et 2-3 mois en arrière, j'ai retrouvé cet hommage et j'ai retrouvé les petites notes que j'avais jointes lors de la lecture, parce qu'il y avait une partie lue et une partie juste des petites notes où j'ai improvisé sur sa vie pour l'évoquer dans des situations. Et ces petites notes, ces petits points, je les ai développés donc par la suite et j'ai assimilé donc ces notes à cet hommage. Ça a donné un hommage et une relation de sa vie. Et je me suis dit, ça constitue un noyau. Et ce noyau, c'est l'hommage à un homme du Sud. Car mon père, étant né à Cassis, donc cassidin de souche, en le décrivant et en l'écrivant, je me suis dit, mais là, tu es en train de faire le portrait d'un homme du Sud. Et ça va faire écho pour d'autres personnes qui ont des tontons, des papas, des grands-pères, ça va leur parler. Et c'était pratiquement trouvé, la thématique était trouvée. Je me suis dit, maintenant que j'ai ce noyau-là, je vais chercher dans tous ces textes, dans ces 500 textes, les textes qui ont un trait, qui ont un rapport avec le Sud. Et j'en ai dégagé une 50aine. À cela, j'ai joint 10 poésies, 10 poèmes qui ont aussi pour fil rouge le Sud. Et une nouvelle également, que j'ai située à Barjol. Voilà, ce qui fait que le titre du bouquin est un voyage au sud de ma vie. On est en plein dans ce que je viens de dire. J'entraîne les lecteurs avec moi dans ce sud où j'ai grandi, où j'ai vécu et où je continue de vivre. Au final. Alors moi, ce que je voulais vous demander, c'est parce que vous m'avez présenté ça un petit peu comme un recueil de poésie. Au final, c'est pas totalement ça. C'est
alors je ne saurais pas comment définir, je suis pas expert en littérature, mais il y a de la poésie, il y a aussi des textes plus narratifs, il y a un petit peu d'autobiographie de votre papa, si j'ai bien compris, et il y a également une nouvelle. Donc c'est un petit peu un mélange de vos textes, entre guillemets. Oui, c'est un mélange de mes textes parce que tout est autobiographique en vérité. On pourrait dire même certaines poésies sont autobiographiques. Également les textes, puisque les textes, j'ai parlé de la nouvelle, mais les autres textes, ils se réfèrent à des situations que j'ai vécues, des ambiances, des atmosphères particulières, des paysages que j'ai voulu décrire où je me suis senti bien dans des endroits, dans des anecdotes que j'ai voulu relater aussi. Et ce qui fait que tout a pour base, oui, du vécu. À ce propos, vous parliez du recueil, donc puisque c'est ainsi que j'ai nommé le genre de mes écrits. J'avais fait une petite recherche pour les auditeurs et puis pour moi aussi, pour être plus pertinent, sur qu'est-ce qu'un recueil. Le sens premier du recueil, cela signifie bon accueil, protection, refuge. Aujourd'hui, c'est le mot accueil qui a supplanté le mot recueil pour ce sens-là. Donc, bon accueil, protection, refuge, on est bien. L'idée, c'est que quand on est dans un recueil, normalement, c'était quelque chose de chaleureux, de clos, et on y est bien. Le sens d'aujourd'hui, c'est un volume réunissant des documents, des écrits reproduits et imprimés. Donc, c'est cela même. On est dedans. On est dedans. Recueillir, le verbe recueillir vient du latin recolligere. Alors recolligere qui veut dire rassembler, réunir. Alors moi si je peux rassembler, réunir les lecteurs comme j'ai rassemblé et réuni les textes, ça sera très bien. C'est formé de recueillir, donc de cueillir et accueillir. À l'origine, recueillir c'était ramasser les produits de la terre. Aujourd'hui ça a été remplacé par récolter. Dès les premiers textes écrits, recueillir exprime aussi l'idée de réunir, rassembler des choses éparses en vue d'une utilisation, et spécialement réunir des textes à inclure dans un ensemble. L'histoire, c'est qu'au XIIe siècle, recueillir signifie noter, conserver ce qui paraît digne d'intérêt, donc au sens figuré, c'est ça. Avec un nom de personne ou d'animal pour complément, recueillir recouvre une valeur de protection. On recueille des orphelins, on recueille des animaux errants. Et puis il y a le verbe se recueillir, le verbe pronominal. Alors celui-ci, au XVIe siècle, c'est concentrer son attention sur un sujet. Au XVIIe, alors se développe plus une spécialisation religieuse, à savoir pratiquer la méditation. Et au XIXe, enfin, cette méditation religieuse se transforme en quelque chose de plus romantique, c'est-à-dire un transfert romantique de la religion à une sorte de panthéisme, donc se recueillir dans la nature, se recueillir dans n'importe quel lieu. Ça, c'est Lamartine qui l'utilise en 1820. Ces recherches, je les ai faites sur le dictionnaire historique de la langue française, sous la direction d'Alain Ray, le Robert. Et pourquoi avoir dit tout cela? Pour insister sur cette idée de protection, cette idée de rassembler des choses qui, à l'origine, n'avaient pas la même base, la même essence. Et donc, pour dire au lecteur, le recueil, c'est une forme d'écrit, de littérature qui n'est pas très prisée aujourd'hui, puisque si on parle de recueil, on va penser à des poésies. Alors, recueil de poésie, Les Fleurs du Mal, Baudelaire, Les Contemplations, Victor Hugo, Alcool, Apollinaire, Une saison en enfer, Rimbaud, voilà, c'est vraiment des choses typiques. Ensuite, on a des textes. Alors, les textes, je dirais, moi, La première gorgée de bière, Philippe Delerme. Des nouvelles, on a Le cas de Dino Buzzati, Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, d'Anna Gavalda. Et puis, on a aussi de l'autobiographie, voilà. Et là où mon livre, vous l'avez d'ailleurs dit, je pense est intéressant, ou j'espère est intéressant, c'est qu'il regroupe tout cela, c'est-à-dire la poésie, les textes, une nouvelle, et l'autobiographie. Tout ça donc dans un même livre, avec cette idée donc de on est là, on est tranquille, on se recueille, on est au calme, et on est dans quelque chose de protégé et de chaleureux, de bienveillant, et on tourne les pages. Et pourquoi lire un recueil, si je peux continuer ainsi? Lire un recueil, c'est premièrement, c'est la variété des lectures. À savoir qu'il y a le choix.
Voilà, vous êtes dans un roman, si ça vous plaît pas, il faut aller jusqu'au bout. Là, il y a le choix, donc le premier texte, il est moyen, le deuxième, il est mieux. Allez, on va voir un peu ce qui s'y passe. Les émotions sont diverses. Il y a plusieurs univers dans un même volume, puisque dans tous les textes, on passe vraiment dans des endroits et des univers qui n'ont rien à voir. On peut rire, on peut plus avoir la larme à l'œil, on peut être ému. Tout cela donc dans le même endroit. Ensuite, après la variété des lectures, il y a la brièveté des fragments. Alors, c'est pas une lecture pesante et contraignante, c'est léger. Voilà, c'est assez court. La liberté, enfin, de lire de façon aléatoire ou chronologique. Parce que dans mon livre, il commence en 1996, il se termine aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes ces choses éparses, nouvelles, poésie et textes et hommages, ont quand même une suite logique, une chronologie. Et celui qui veut suivre cette chronologie peut le faire. Et il vient picorer, piocher, il vient grappiller dans les textes à sa guise. Ou alors il le prend de manière aléatoire. Et alors là, encore une fois, la liberté, c'est la liberté du lecteur d'aller farfouiller comme il l'entend. Et enfin, donc là, pourquoi lire un recueil ? Maintenant, je vous dirai pourquoi lire ce recueil. Alors, pourquoi lire ce recueil ? C'est une écriture. C'est pas évident à chaque fois de parler de son écriture parce que ça peut faire un peu pédant, prétentieux. Donc, je reprends un peu des mots que j'ai entendus de lecteurs, des commentaires. C'est une écriture sensorielle et une écriture émotionnelle. Alors, pourquoi lire ce recueil également ? C'est une écriture simple, proche de la nature et des gens. C'est un recueil qui réunit la poésie, on l'a dit, les textes, la nouvelle, l'autobiographie. On a parlé de la chronologie, et cette chronologie, si on choisit la lecture dans cet ordre-là, elle donne à voir un parcours de vie en filigrane. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut s'identifier. Ensuite, pourquoi lire ce recueil ? C'est un hommage, j'ai parlé à mon père, un hommage à un homme du Midi, qui fait écho à bien d'autres hommes, on l'a dit, des pères, des oncles, des grands-pères, que nous côtoyons dans notre entourage ou que nous avons en mémoire. Donc ça fait plaisir de les revoir vivre sous la plume. Ensuite, c'est une invitation à la contemplation et à la rêverie. J'ai voulu que ce recueil soit un peu à l'image, à l'image de ma vie forcément. Et ma vie, nous n'en avons pas parlé, moi je vis en costume depuis 7-8 ans. Et ce costume, alors c'est principalement médiéval. Après, ça peut être d'autres costumes, d'autres inspirations. Pour moi, c'est une occasion de mettre la poésie dans la vie. Voilà. Et la poésie dans la vie, après, on la met dans l'écriture. Donc, une manière de ralentir, une manière de se poser et d'envisager le monde un peu plus joliment, on va dire. Et finalement, à la fin, donc, dernier point, pourquoi lire ce recueil ? Ça peut être une initiation à la poésie. Pour des personnes qui n'y sont pas, qui sont pas rompues à l'exercice et qui ne sont pas friandes de poésie. D'ailleurs, quand je le présente, des fois, je dis, voilà, il y a une dizaine de poésies. Alors, on me dit, oh là là, moi je lis pas du tout de poésie, ça, c'est pas mon truc. Mais le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup, ça peut-être faire que les gens s'y intéressent. Voilà. Alors j'avais plusieurs questions par rapport à ce que vous venez de dire, il y avait beaucoup de choses. Donc il y en a une, déjà vous y avez répondu. Je vais commencer par la première. J'allais vous demander, vous avez parlé de 500 textes à peu près, donc vous en avez sélectionné une cinquantaine, si je dis pas de bêtises. Alors comment on choisit ou comment on élimine certains textes ? C'est ma première question. Est-ce que ça fait mal au cœur aussi de devoir enlever des textes qui peut-être qu'on affectionne, qu'on aurait vouloir mettre dans le livre, mais qui ne correspondaient pas forcément au fil conducteur ou à une ambiance que vous avez voulu retranscrire dans votre livre. Donc ça, c'était la première question. Et la deuxième, j'allais dire comment on les classe ensuite, ceux qu'on a choisi de garder. Alors vous avez répondu en partie en disant qu'il y avait une chronologie au livre. Donc je vous laisse répondre à mes questions. Alors là, sur la première question, je n'ai pas de déception, je ne suis pas frustré de ne pas avoir utilisé les autres textes, puisqu'il y a 2 autres recueils qui sont en écriture, en composition, ce qui fait que j'ai vraiment essayé d'être cohérent au maximum. Donc certains textes, il est vrai, m'ont plus parlé, j'étais plus désireux de les mettre dans le livre, mais ils n'avaient pas de rapport avec le Sud ou avec... Alors quand je dis le Sud, c'est le Sud élargi, parce qu'on a parlé de la Provence. C'est vrai qu'on part aussi, on fait des incursions en Ardèche,
en Corse, en Italie. Il y a 3-4 textes qui sont écrits en italien, puisque c'était comme ça que je les avais écrits, et sur la page en regard, je les ai traduits en français. Ce qui fait que tous ces autres textes qui me plaisaient bien, ils rentraient pas dans le cadre. Donc j'ai déjà été content d'avoir une thématique, dit ouf, enfin je vais pouvoir publier quelque chose, partager quelque chose avec une cohérence. Et donc on va dire les 450 textes restants, il y a 2 autres thématiques et la composition va pouvoir commencer. Maintenant, comment les classer ? Ça a été beaucoup plus difficile. Je m'y suis repris à plusieurs fois. D'ailleurs, ce qu'on voit sur l'écran de son PC, c'est pas du tout pareil quand on le sort sur son imprimante, et puis quand on reçoit le bon à tirer, donc l'exemplaire de l'imprimeur, c'est encore différent. Et ce qui fait qu'il y a eu des remaniements, des choses qui passaient beaucoup mieux avant ou après. Et il a fallu également introduire tous ces textes, parce que je peux pas balancer comme ça, jeter au lecteur des textes sans qu'il ait une idée du contexte. C'est un petit peu comme en architecture, on peut pas construire une maison sans fondation, il faut un petit peu contextualiser un petit peu vos écrits du coup. Tout à fait. Donc j'ai dû préciser, ça c'est arrivé à tel moment, ceci dit cela, mais il faut savoir qu'avant il y a eu ça. Donc en italique, tout simplement, 2-3 lignes, à la suite des dates, j'ai contextualisé mes textes. Donc janvier prochain, mais je ferai paraître le second recueil. Alors mesdames, messieurs, donc ce recueil s'intitule Voyage au sud de ma vie, donc c'est par Laurent Mahero. Est-ce que vous voulez nous lire un petit extrait ? Oui, je veux bien. Je vais vous lire une poésie parce que c'est court, tout simplement. Ce sont les choses les plus courtes dans ce recueil. Alors, elle s'appelle « Les humaines infortunes ». Je l'ai dit que j'étais né donc à Aubagne, mais je vous ai pas dit, je vis ici depuis 22 ans, voilà, et je vis à Artigues, donc à côté de Riance. Le sous-titre était donc ici « Sur ma terre artiguaise ». Au creux de ma montagne, je suis à l'abri des humaines infortunes. Si ma montagne se courrouçait, j'irais rejoindre mes tendres pierres vêtues de mousse. Sous les chênes immobiles, je logerai dans l'argile, le vent couchera les herbes, mais je n'en saurai rien. Seules leurs racines, tranquilles, s'enfonceront dans ce que je fus lorsque je buvais le matin. Dans ce lit de terre brune, loin des humaines infortunes, mon repos serait sylvain et mon âme, happée par sa mère la lune, délivrée des humaines infortunes, serait comme cet homme safran du Tibet lointain. Du coup voilà un extrait du livre Voyage au sud de ma vie. Alors c'est déjà paru si je dis pas de bêtises, où est-ce qu'on peut le retrouver ? Le livre est déjà paru depuis le mois d'avril, depuis le 1er avril, et on peut se le procurer d'abord sur mon site. J'ai créé un site d'auteur dédié qui est www.laurent-mahero-auteur.com. Et on peut ensuite se le procurer dans des librairies. Alors je pense notamment à la librairie du Blason à Aix-en-Provence. Cassis, qui est plus loin, c'est la librairie du Préambule. Il sera prochainement dans la librairie, je ne sais plus son nom, de Gréoux-les-Bains. Et puis, dans la zone du Var, là, de Vinon, il est dans des points de vente qui ne sont pas des librairies. Donc, il est à la Vie Claire de Gina Servi. Il est à l'épicerie naturelle de Vinon. Donc, des endroits pour moi qui résonnent d'authenticité, comme ce qu'il y a dans ce recueil. Il y a 13 points de vente. Ils sont présents sur le site que j'ai indiqué, www.laurent-mahero-auteur.com. Alors, vu que l'heure tourne, qu'on n'a pas forcément toute l'après-midi à vous accorder, j'en suis désolé. Je vous propose d'avoir le mot de la fin. Et je crois que vous aviez un truc à nous lire. Oui, effectivement, j'ai un texte, un commentaire d'une très chère amie à moi, qui a eu une réaction vraiment magnifique à la lecture de ce livre, de ce premier livre. Et elle dit ceci. « Ce recueil est une lumière plus qu'une ombre. Dans chaque événement douloureux de la vie, dans chaque couac, elle fait référence ici à un texte qui s'appelle « Les évaporés du ciboulot ». Donc chaque couac rencontré dans nos quotidiens,
l'auteur extrait et met en avant le sentiment positif que l'on peut tirer de tout. Les difficultés se présentent à tous et lui nous rappelle à toujours y voir la lumière, même si petite est la flamme, par moments dans la vie. La voir, il nous y invite. Une philosophie de vie tournée vers la beauté toujours, la pause régénératrice, la joie et la tendresse. Une ode à la vie, à l'amour, à la nature, à l'observation, au tout prendre. Une écriture très imagée, poétique et sensorielle, par laquelle on se retrouve présent avec lui dans tous les lieux évoqués, tout de suite, sans effort. Il nous porte, il nous transporte, on entend le ruisseau, on sent la majesté des arbres, on renifle, on ressent, on voit. Le tableau est peint, on y est. C'est un livre qui nous repose, nous donne le sourire et nous fait ressentir « Merci la vie ». Quant au titre, le voyage, c'est celui qui nous demande de prendre la route, le bateau, ou les pieds et le bâton, mais celui aussi de l'âme. Le sud, bien sûr, géographique, mais aussi la solarité omniprésente. Ma vie, enfin, évidemment, pour cette autobiographie, tout de même, ne l'oublions pas, même si la force de ses écrits nous amène à y voir la nôtre souvent. Voilà, donc c'est une amie qui pourrait largement prendre la plume elle-même et écrire de jolies choses parce qu'elle a un beau style et donc je la remercie pour ce commentaire. Eh bien, Lorenzo Maero, c'est moi qui vous remercie d'avoir pris le temps de venir, de vous déplacer dans le studio et de répondre à nos questions. Puis je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir Lucas. Focus on. Focus on.